Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article sur lequel je suis tombé par hasard sur Internet. Alors, c'est un article qui m'a marqué. Vous voyez ici, il est titré Le mythe du porte-avions. Et donc, il est sur le site, publié sur le site de Cairn.info. Alors, qu'est-ce que c'est que le Cairn? Non, le Cairn, c'est pas ça. Ça, c'était une petite statue qui porte ce nom, mais qui est faite par des populations notamment inuites. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le Cairn au sens de Cairn.info, donc un portail web qui a été lancé à l'initiative de différentes maisons d'édition. Et donc, notamment, il est appuyé par la Bibliothèque nationale de France et les presses universitaires de France. Donc, c'est un site qui est censé être d'une certaine qualité. Et donc, ici, sur ce site, c'est un article qui a été publié, donc qui s'appelle Le mythe du porte-avions. Cet article, j'aimerais le voir et le commenter avec vous parce que, selon moi, il présente un certain nombre de biais, de contre-analyses, de méta-analyses, et tout ça, ça fait qu'à la fin, on a une thèse qui est présentée et qui me paraît pas du tout correcte. Alors, ici, l'article commence par quelques citations sur, on va dire, la vérité, voilà, sur le devoir de dire les choses, etc. Donc, c'est tout à fait vrai, hein, il faut dire la vérité, il faut essayer de réfléchir par soi-même. Le premier paragraphe, il nous parle du porte-avions en tant qu'objet politique, donc la manière dont les hommes politiques peuvent valoriser les porte-avions, notamment en France, le Charles de Gaulle. Il parle de rituels politico-médiatiques. Alors c'est vrai que effectivement le Charles de Gaulle, c'est un porte-avions qui est souvent mis en valeur dans les médias. On a souvent des journalistes qui vont faire des tours sur le Charles de Gaulle et puis ça fait l'objet de reportages. Ça peut être le président aussi parfois qui s'y rend. On se souvient que Emmanuel Macron avait fait une interview présidentielle dans le hangar du Charles de Gaulle devant un Rafale. Donc c'est vrai que c'est un certain poids, ça donne une image de marque, un porte-avions pour un pays. Mais donc, ce qui est dit dans cet article, c'est qu'en fait, voilà, on a Charles de Gaulle qui en ce moment est en arrêt technique majeur, donc c'est une grosse phase d'entretien. Et on peut se poser la question de la pertinence des porte-avions, finalement, l'utilité des porte-avions et la pertinence d'en avoir un quand on est à la France ou même pour d'autres pays. Et donc, derrière cette question, elle est tout à fait valable, hein. On sait qu'il y a eu des débats politiques parfois sur la possibilité de faire un deuxième porte-avions. C'était notamment un candidat, Jacques Cheminade, qui portait cette proposition. Mais ce qui me gêne plus, c'est l'argumentaire qui est derrière dans cet article. Donc on voit qu'il est écrit ici « Le porte-avions est terriblement vulnérable ». Alors cette phrase, elle va être justifiée dans la suite de l'article, et donc ça par des exemples, essentiellement des exemples historiques. Donc c'est ça qui va être intéressant à voir. L'argument principal de cet article est ici. On dit souvent que l'histoire ne repasse jamais les mêmes plats, et pourtant on sait que l'histoire bégaye. Autrement dit, l'histoire ne va pas nous redonner le même plat exactement, par contre elle peut bégayer et de temps en temps remettre des morceaux de ce qui s'est passé avant maintenant. Autrement dit, voilà, on peut très bien avoir un événement qui s'est passé d'une certaine manière dans le temps, qui a été perçu d'une certaine façon mais qui s'est effondré, et puis on va pouvoir avoir un nouvel effondrement et on va se rendre compte que même si l'événement est en soi différent, puisque la société a évolué, la technologie a évolué, et ben on va se rendre compte que les commentaires vis-à-vis de cet événement et son effondrement sont similaires. Donc ici, c'est dans le cadre de la marine que cette citation s'applique. Alors de quoi il nous parle donc? Voilà, l'histoire de la marine donne rappeler la valeur qu'on doit accorder aux symboles, quand ils ne recouvrent pas une réalité opérationnelle. Autrement dit, donc, la façon dont on peut mettre en valeur des navires, alors qu'en fait ils sont pas si efficaces que ça. Donc l'histoire des cuirassés est riche, à cet égard riche de leçons. Voilà, je vous laisse lire le paragraphe l'article en détail si vous voulez, mais globalement ce qu'ils nous disent c'est que le cuirassé a été mis en valeur par les marines, mais qu'en fait il n'était pas si efficace que ça. Qu'est-ce qu'il dit pour appuyer ça? Donc d'abord, il parle de son commencement, donc on a différents concepts qui sont mis en place, avec finalement le dreadnought, donc qui est un concept anglais de cuirassé, qui consiste à normaliser un petit peu ce qu'on met sur un cuirassé et pas à mettre toutes sortes de choses dessus. Autrement dit, en fait, ce qui se passait à cette époque, donc c'est fin du 19e et début du 20e siècle, c'est qu'on construisait des navires propulsés, blindés et armés de canons, et en fait on plaçait toutes sortes de calibres parce qu'on se disait que toute calibre pouvait être utile contre les différentes menaces. Et avec le concept du dreadnought, les Britanniques ont considérablement normalisé ça, ils ont mis des tourelles principales lourdes, des tourelles secondaires, des tourelles légères, et c'est tout. Avec un calibre unique pour chaque tourelle, chaque type de tourelle. Donc voilà, avec ça, ils ont normalisé le cuirassé, et donc ça a permis d'en faire un concept vraiment viable.
Et donc, voilà, il y a eu des batailles de cuirassés, notamment la bataille de Tsushima, qui a permis de mettre en valeur ces navires devant l'opinion publique à l'époque. Et donc effectivement, le cuirassé était perçu comme un navire prédominant. Mais donc quand on dit ça, c'est pas juste un mythe qui est apparu dans l'opinion. Pourquoi le cuirassé est devenu le capital ship, un navire prédominant? C'est tout simplement parce que le cuirassé, c'est le navire le plus lourd à l'époque. Donc logiquement, oui, quand vous avez un navire qui fait 20 mètres de long et un navire qui fait 100 mètres de long, le navire qui fait 100 mètres de long, vous en avez moins et vous mettez plus en valeur. C'est logique. C'est pas juste un mythe derrière tout ça, c'est tout simplement le fait que le cuirassé devient effectivement le navire de tête d'une flotte. Par sa taille, par ce qu'il est lui-même en fait, par sa taille, son armement, son blindage, il est juste plus lourd, plus gros, plus massif, donc oui forcément on lui attache plus d'importance. Ça coûte plus cher aussi, hein. C'est une des raisons aussi pour laquelle on lui attache plus d'importance. Donc effectivement, ça a des conséquences sur la perception politique et populaire de ce navire, hein, ce qu'il dit ici, voilà, un navire qui est vu par 1 million de personnes lorsqu'il remonte le de la Tamise. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une course à armement, notamment en Europe avec la Première Guerre mondiale, notamment dans la construction des cuirassés. Et évidemment, hein, cette course aux armements naval, elle oppose le Royaume-Uni à l'Allemagne, essentiellement. Or, pendant ce temps, en France, donc c'est ce qui est expliqué ici, c'est que en France se développe une doctrine qui s'appelle la Jeune École, qui consiste à penser que plutôt que d'avoir de très nombreux cuirassés, ce que la France a du mal à faire actuellement, à ce moment, elle a du mal à suivre le rythme de production du Royaume-Uni et de l'Allemagne, par manque d'industrie navale, la France du coup va plutôt développer un ensemble de petits navires, donc des torpilleurs, des sous-marins, qui vont être destinés à contrer le mouvement des cuirassés près des côtes françaises. En fait, on va utiliser ces centaines de petits navires pour venir menacer toute approche d'une flotte adverse des côtes françaises. Donc cette idée-là est parfaitement valable, et elle existait de tout temps, avec les moyens technologiques mis à jour à chaque fois, mais voilà, cette idée d'avoir des petits navires à faible rayon d'action qui vont défendre les côtes, des gros navires à long rayon d'action, elle existait de tout temps. Maintenant, ce qui se passe avec la Jeune École, c'est que c'est effectivement quelque chose qui va avoir un fort impact politique, il va y avoir de gros débats là-dessus en France, et en fait, on va se retrouver à la fin avec une Jeune École qui prétend faire être l'alpha et l'oméga de la marine, c'est-à-dire que on va dire il faut la Jeune École, il faut des petits navires, des torpilleurs, des sous-marins, mais on va plus dire que peut-être dans une marine, on a aussi besoin de navires à moyen d'action. On veut d'une part défendre ses côtes, mais on veut aussi pouvoir agir en mer. Et un torpilleur qui est trop petit, en fait, il va juste pas avoir le moyen d'action pour agir en mer. La Jeune École est donc effectivement un emballement politique autour de cette question du cuirassé, mais opposé au cuirassé et non favorable au cuirassé. Donc on voit que même à cette époque, quand le cuirassé avait la faveur de la plupart des personnes dans le monde, il y avait encore des courants qui se développaient et qui n'honoraient pas le cuirassé comme un capital ship. Vous noterez que je n'ai pas mentionné, par rapport à la fin de l'article, les avions qui rendraient obsolètes ces monstres de fer, aux côtés des torpilleurs et des sous-marins, parce que la Jeune École elle se développe vraiment au tout début du XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle, hein. Et en fait, à cette époque, les avions ne sont pas pris en compte dans la réflexion, parce qu'ils sont vraiment embryonnaires, ils apparaissent pas comme des outils militaires à l'époque. Alors, ensuite on a une affaire, donc suite à cette justification déjà de l'article ici, il présente en fait que le cuirassé comme un élément majeur de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, mais dès ce moment-là, les cuirassés étaient déplacés, et c'était dit à l'époque par certaines personnes. Autrement dit, il y avait des prophètes qu'il fallait écouter, mais qu'on n'a pas forcément écouté. Donc déjà, ça c'est un peu contestable, parce qu'on peut débattre de la pertinence de la Jeune École, de la pertinence du concept qu'a adopté la marine française finalement, qui tenait une partie de la Jeune École. Et on a des exemples nombreux, notamment pendant la bataille de Tsushima, qui est mentionnée ici, puis même pendant d'autres batailles, de cas où les torpilleurs et les sous-marins n'ont pas suffi à couler des cuirassés, même s'il y a aussi des gros succès de sous-marins qu'on a vu pendant la Première Guerre mondiale. Donc quand on nous dit, l'article enchaîne en disant, voilà, les cuirassés n'ont joué aucun rôle déterminant pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a aucune bataille importante à l'exception de celle du Jutland. On peut juste pas dire ça. Déjà, aucune bataille importante à l'exception du Jutland. Déjà, le Jutland, c'est une énorme bataille, donc ça compte quoi. Il aurait pu y avoir que celle-là, que ça aurait déjà été énorme. Mais en fait, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu plein de batailles, hein. Donc, il y a eu des batailles au tout début de la guerre, à Heligoland,
Il y a des batailles même dans le Pacifique. Il y a une flotte allemande qui s'est baladée des îles allemandes du Pacifique, les îles Mariannes, jusqu'aux îles Malouines, donc au sud de l'Amérique du Sud, qui était une possession anglaise. Et là, elle a affronté des navires britanniques et elle a été détruite. Donc c'était une flotte de croiseurs cuirassés, donc un concept intermédiaire entre croiseurs et cuirassés. Et elle a affronté des navires lourds britanniques. Et effectivement, en Méditerranée, on a des combats où là, du coup, c'est plus des combats de petites unités. Et effectivement, l'intervention d'un cuirassé hongrois a mené à sa destruction par des vedettes italiennes. Donc là, c'est un succès type jeune école. Mais il n'empêche que tous ces combats de la Première Guerre mondiale, ils ont bien montré que les cuirassés ont été utilisés à certains moments, notamment au Jutland, et les cuirassés britanniques, ils ont été capables d'affronter les cuirassés allemands. Ils ont subi de lourdes pertes, ils sont montrés inférieurs techniquement, mais en fait leur nombre leur a permis de maintenir la flotte allemande dans ses ports. Et donc même si la flotte de surface finalement n'a pas mené, la flotte de surface allemande n'a pas mené de grandes offensives après le Jutland, mais la flotte britannique, en fait, elle a joué un rôle considérable où la flotte de surface britannique, sa simple puissance en surface, a permis de maintenir le blocus contre l'Allemagne, et donc de faire que l'Allemagne était dans une situation catastrophique en 1918, qui a mené en fait à sa capitulation. Et, et donc ce blocus maritime, en fait, il était basé sur la puissance navale alliée de surface. Et du coup, rien que ça en soi, ça utilisait aussi les cuirassés, les croiseurs, les destroyers, etc. Et donc c'est cet ensemble de navires qui a permis d'imposer le blocus. Donc rien que ça, en fait, c'est un succès de la marine, et notamment des cuirassés, au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, on nous dit, donc, ça justifie le fait que pendant entre-deux-guerres, les gouvernements continuent d'investir dans la flotte, et notamment dans les cuirassés. Il n'y a pas eu de grande démonstration que le cuirassé ne valait rien, que la jeune école avait raison. Donc voilà, donc l'article continue, il mentionne qu'effectivement, on peut avoir des cas où on favorise une arme plutôt que l'autre, et c'est pas forcément très intelligent par rapport au danger qui sera effectif, puisque on sait en 1940, c'est pas la marine qui était au premier plan, c'était l'armée de terre et l'armée de l'air qui étaient au premier plan, et qui sont révélés inférieurs à leur équivalent, à leur homologue allemande. Donc ça, c'est vrai, effectivement, il faut bien percevoir ne pas faire déséquilibre et bien entretenir tout domaine militaire. Et en fait, voilà. Et il dit seule l'apparition de nouvelles armes a limité l'intérêt pour les cuirassés. Donc il y a des traités qui étaient mis en place pour limiter l'ampleur des flottes pendant l'entre-deux-guerres, parce qu'on pensait que limiter la course aux armements permettrait d'éviter la guerre. Ça s'est révélé faux, on le sait. Et donc en fait, les cuirassés étaient bien développés, même s'il y avait certaines limites de taille pour certains pays, notamment l'Allemagne. Donc si on intéresse ici, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les cuirassés ne seront que peu mis à l'épreuve du feu et n'auront aucun impact sur l'issue de la guerre. Ils sont immobilisés, inutiles ou coulés par des avions. Comme les 10 cuirassés coulés par bord, le Prince of Royal repulse les variations japonaises, ou bien l'admiral Gravsky s'abordait au cours de la bataille du haut de la Pata. Alors, il y a des choses à dire sur cette présentation cette présentation du cuirassé au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'abord, quand on parle de 10 cuirassés coulés par bord, donc l'attaque de bord, c'est une attaque japonaise, vous savez, le 7 décembre 1941, contre la flotte américaine qui est stationnée, c'était une attaque surprise. Les cuirassés sont taqués, ils sont pas armés, les équipages sont partis à terre parce que c'est dimanche. Donc oui, effectivement, cette bataille, elle voit l'attaque d'un grand nombre de cuirassés, mais ça veut pas dire que les cuirassés étaient dans leur forme optimale pour se défendre, quoi. C'est quand même un cas particulier. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le cuirassé Arizona est effectivement coulé, mais l'essentiel des autres navires, des autres cuirassés de la flotte américaine sont non seulement endommagés et pourront être renfloués et réparés, et être mis en service pour la suite de la guerre. Donc voilà, quand on parle de 10 cuirassés coulés par un bord, c'est une déformation complète de la réalité de l'attaque de Pearl Harbor. Les Prince of Royal plus coulés par l'aviation japonaise, donc là il n'y a rien à dire, c'est effectivement 2 cuirassés britanniques qui ont été envoyés pour aider Singapour contre les Japonais. Et en fait, effectivement, ces 2 cuirassés ont été envoyés quasiment seuls, il n'y avait que très peu de destroyers qui les escortaient, et l'aviation japonaise les a attaqués massivement et les a coulés. Donc là, effectivement, ça a montré que des cuirassés seuls ne pouvaient pas se défendre contre des avions suffisamment nombreux. Parce qu'il faut quand même voir que les avions ont envoyé des raids de 500 avions à chaque fois, répétés à 3 reprises, pour couler ces 2 cuirassés.
Donc, mais il n'empêche qu'effectivement un cuirassé seul contre 60 avions, il peut pas se défendre. Après, une flotte, il faut l'accompagner d'autres navires, il faut que ce soit une flotte formée de manière cohérente pour pouvoir dresser des rideaux de DCA pour se défendre. A noter que l'Oripus c'est pas vraiment un cuirassé, c'est un croiseur de bataille, donc c'est un concept similaire au croiseur cuirassé dont on parlait tout à l'heure, mais on pourrait assimiler, disons que c'est une variante de cuirassé qui a été conçue à l'époque, et on pourrait l'assimiler au cuirassé dans ce débat. Enfin, l'amiral Graf Spee, donc c'est un corsaire allemand, donc là il s'agit aussi d'une variante de cuirassé, c'est plutôt on appelle ça des cuirassés de poche, donc c'est en fait entre le croiseur et le cuirassé là aussi, et c'est des navires qui sont optimisés pour la vitesse et l'armement, et dont l'utilisation par les Allemands était qu'ils devaient parcourir l'Atlantique, couler des navires marchands, harceler les petites unités alliées qui seraient les poursuivre et qui seraient en fait suffisamment rapides pour les rattraper, mais insuffisamment armés et blindés pour les détruire. Donc l'amiral Graf Spee, il n'a pas été détruit par des avions, hein. Il a été détruit par 3 croiseurs, il a été endommagé par 3 croiseurs britanniques au cours de la bataille de Rio de la Plata, et ensuite il a dû se réfugier dans le Rio de la Plata lui-même, qui est donc un delta de fleuve en Uruguay. Et donc il a dû s'aborder parce que les Anglais ont rameuté plein de navires, et notamment justement des cuirassés, pour s'assurer de la victoire si jamais le navire allemand essayait de ressortir du delta en pays neutre pour retourner dans l'Atlantique. Donc là, franchement, ça, je vois pas ce que ça fait là. Et donc on nous dit là, les cuirassés sont détrônés par les nouveaux capital ship, le porte-avions, qui manifeste suprématie lors de la bataille de Midway. Alors, la bataille de Midway, c'est une bataille qui voit s'opposer des flottes importantes, mais dans laquelle finalement les seuls navires qui se combattront directement sont des porte-avions. Même si les avions américains mèneront quelques raids contre des croiseurs japonais. Donc c'est pas ce genre de bataille qui a montré la prédominance des porte-avions sur les cuirassés. En revanche, c'est bien une bataille qui a eu de l'importance par ailleurs. Voilà. On mentionne ici, l'article mentionne ici les cuirassés HE Jean-Bart. Alors effectivement, c'est des cuirassés qui n'ont pas fait grand-chose pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, faut pas se méprendre. On a une situation complètement différente pour la flotte française, puisque la flotte française est sous condition d'armistice, donc elle est bloquée par les accords faits avec les Allemands pendant une grosse partie de la durée de la guerre. Puis ensuite, elle est d'une part attaquée dans ses ports par la marine britannique, à Merissa-Schleswig en 1940. Donc là, de la même manière qu'à Pearl Harbor, c'est difficile pour elle de se défendre puisqu'elle est à quai, elle n'est pas préparée. Puis ensuite, elle doit s'aborder à Toulon en 1942 suite à l'invasion de la zone libre par l'Allemagne. Donc, mentionner ces deux cuirassés, effectivement, c'est des cuirassés qui n'ont pas fait grand-chose pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en raison du contexte politique et c'est à l'égal du reste de la flotte française. La flotte française avait aussi un porte-avions, des croiseurs, des destroyers, des sous-marins. Ils n'ont rien fait non plus pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf ceux qui ont rejoint les forces françaises libres. Donc voilà. Et donc l'article continue en disant qu'en fait, l'histoire du cuirassé est une confusion de symboles à la réalité. On donne de l'importance au cuirassé parce que c'est un symbole, mais en fait la réalité fait que ils sont plus adaptés à la guerre, ils sont pas adaptés à la guerre, et voilà, ils vont juste périr au cours de la guerre. Alors effectivement, la Seconde Guerre mondiale marque bien la fin des cuirassés, parce qu'il y a différentes batailles dans lesquelles des avions montent leur cassette de destruction sur des cuirassés. Et donc effectivement les cuirassés terminent à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, les cuirassés ont joué un gros rôle au cours de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont vu leur rôle adapté. Simplement, ils sont plus devenus une navire de tête de flotte, mais ils ont été adaptés à d'autres rôles. Les cuirassés américains ont réalisé de puissants appuis-feu au cours de toute la guerre du Pacifique. Ils ont appuyé les débarquements pour s'emparer des positions japonaises, aussi de positions allemandes d'ailleurs en Europe. Les cuirassés américains ont aussi combattu des cuirassés japonais d'ailleurs, aux Philippines en 1944. Mais bon, ça c'est un cas, c'est un cas pas marginal, mais disons que c'est juste un épisode qu'il y a eu à un moment. Et puis par ailleurs, on a eu des combats de cuirassés aussi entre Britanniques et Italiens en Méditerranée. Donc voilà, les cuirassés ont bien servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Simplement, il est apparu effectivement à la fin de la Seconde Guerre mondiale que ils avaient subi des pertes dans des situations face à des avions, donc du coup, ils étaient plus tellement adaptés aux armes modernes qui étaient entrées en service au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et il faut bien voir que l'avion n'est pas seul dans l'affaire, puisqu'on a quand même des avions qui devaient s'attaquer en grand nombre, hein, parfois jusqu'à une centaine d'avions pour attaquer un seul cuirassé, comme ça a été le cas pour les Yamato.
Et en fait, il y a des armes nouvelles qui sont transférées pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment tout ce qui va consister en des bombes guidées, mises en œuvre par les Allemands. Et c'est là en fait que les cuirassés vont montrer leurs limites, parce que un avion avec une bombe guidée potentiellement pouvait endommager un cuirassé. C'est ce qui est arrivé au cuirassé italien Roma lorsqu'il est allé se rendre aux Alliés en 1943 suite à l'armistice italien. Il a été attaqué et coulé par la Luftwaffe, la version allemande. L'article poursuit donc cette présentation de l'histoire du cuirassé en parlant du porte-avions, en disant qu'en fait on est susceptible peut-être de répéter l'erreur qui a été faite sur le cuirassé avec le porte-avions. Alors là, il commence à s'interroger sur un point, c'est de quelle erreur partons exactement. Est-ce qu'on parle du fait d'avoir construit plein de cuirassés depuis le début de l'existence des cuirassés, depuis les dreadnoughts anglais au début du XXe siècle? Ou est-ce qu'on parle d'avoir maintenu la construction de cuirassés jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, et bien pendant la Seconde Guerre mondiale pour certains pays, et en fait d'avoir perdu un grand nombre de cuirassés au cours de la Seconde Guerre mondiale? Dans le cas de la première, si c'est la première erreur qui est désignée, là, effectivement, on est complètement dans le déni, quoi. Enfin, le cuirassé a eu un rôle extrêmement important et il fallait forcément des navires. Il y avait la possibilité de faire des navires plus lourds que le croiseur, donc il fallait faire ces navires. Toute flotte qui ne faisait pas du type de la flotte de la Grande-Bretagne ou de l'Allemagne ne pouvait pas prétendre à une vraie place dans les mers si elle ne construisait pas de cuirassé. Maintenant, effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des cuirassés qui ont été coulés et il a pas réussi. Et en fait, il a fallu effectivement une guerre pour qu'on se rende compte de l'évolution des armes. Un processus qui aurait peut-être été plus long s'il n'y avait pas eu la guerre qui avait confronté les cuirassés à leur faiblesse. Enfin, non pas à leur faiblesse d'ailleurs, mais plutôt à de nouvelles armes qui sont supérieures et sont capables de les vaincre, notamment du coup l'attaque aérienne. Alors, est-ce qu'on applique cette deuxième erreur au porte-avions? Voilà, il est en train d'évoquer cette question dans l'article. Donc, d'abord, il mentionne le fait que le mythe du porte-avions est fort, et si fort qu'il interdit toute réflexion, qu'il le remettrait éventuellement en question. Le mythe est fort, effectivement. Il le justifie notamment par le fait que le Charles de Gaulle en France contribue à la dissuasion nucléaire. En fait, voilà, effectivement, il contiennent cet aspect-là, et ça c'est tout à fait questionnable, je vais pas m'étendre là-dessus, pour ce qu'il en dit. Parce que au final, la dissuasion nucléaire, c'est qu'une portion du rôle d'un porte-avions dans un pays. Hein. Sinon, les Américains, ils n'auraient pas une dizaine de porte-avions dans leur inventaire. Et puis, voilà, on sait bien que c'est pas l'élément principal. Ensuite, la deuxième question, la vraie question en fait, c'est la vulnérabilité du porte-avions dans la stratégie navale. Et effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire simplement que un peu comme pour le cuirassé, le porte-avions est un navire trop gros, trop imposant, trop lent, et que du coup il risque d'être détruit par des armes précises et rapides, modernes, telles que les missiles, les drones, les avions, etc. etc. Donc déjà l'auteur reconnaît quand même que la bataille de Midway a vu la consécration du porte-avions, et donc il y a bien une période où le porte-avions était vraiment justifié. Donc on parle pas là de la première erreur qu'on évoquait tout à l'heure, on se concentre bien sur la deuxième erreur. C'est déjà ça. Mais il va nous dire pendant la guerre du Pacifique, le porte-avions montrait son extrême vulnérabilité. Pendant cette période, 17 porte-avions ont été coulés, en majorité par des sous-marins. Alors là, du coup, effectivement, c'est un point intéressant, il y a des porte-avions qui ont été coulés, mais ça serait bien de s'interroger sur la liste exacte des porte-avions coulés. Donc, on a ici une liste de porte-avions coulés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va pas courir rapidement, mais globalement on va voir qu'il y a essentiellement du sous-marin qui coule des navires britanniques. Ici une exception, c'est des croiseurs donc allemands, donc des navires de surface qui coulent le HMS Glorious. Ensuite on a des navires américains ici, qui sont, ou même anglais de nouveau, qui sont coulés par des appareils embarqués japonais. De nouveau des navires coulés par des sous-marins, c'est soit des sous-marins américains qui coulent des navires japonais. Et enfin des navires japonais coulés par des appareils embarqués américains. Donc cette tendance-là, on va la retrouver tout le long. Hein, voilà, avions embarqués japonais, américains. Voilà. Là, on retrouve des sous-marins japonais. Voilà. Là, on a le Hornet. Alors, la liste, elle dit que les porte-avions coulés. Donc là, c'est important quand on part construire de liste, c'est important d'avoir un peu d'éléments de contexte, hein, sinon on se fait tromper. Donc ce ne sont pas 2 destroyers japonais qui ont réussi à couler un porte-avions américain, ça paraît assez improbable, et effectivement c'est pas le cas, c'est pas la réalité. Dans la réalité, l'USS Hornet a été endommagé par des attaques aériennes japonaises au cours de la bataille des îles de Santa Cruz, et donc les Américains ont abandonné le navire, ce qui est destructeur endommagé,
Ils ont tiré 2 torpilles pour essayer de le couler, mais ça n'a pas coulé tout de suite. Donc ensuite ils se sont repliés parce qu'ils avaient d'autres navires endommagés, donc ils ne pouvaient pas attendre que le navire qui de toute façon était incendié, brûlé, etc., donc était complètement HS, ne pouvaient pas attendre qu'il coule. Et ce sont des destroyers japonais qui se sont approchés ensuite et qui ont coulé le navire eux-mêmes. Mais globalement le navire a été mis hors de service par des avions, hein. Il n'y a pas par des destroyers. Ensuite, on a de nouveau des sous-marins allemands-américains. Et enfin, on va voir ici, et tout en bas de la liste, on va avoir le cas de bombardiers américains ici basés à terre qui vont couler des navires japonais. Et inversement, on a des attaques de kamikazes. Dans le cas des kamikazes, il s'agit systématiquement d'appareils basés à terre. Donc voilà, quand on a vu cette liste, et donc, par rapport à l'affirmation qui est faite ici de porte-avions extrêmement vulnérables, parce que 17 ont été coulés, en majorité par des sous-marins, il faut bien retenir la contextualisation. Donc d'abord, parmi ces 17 porte-avions, il y en a presque une moitié qui a été coulée par des avions embarqués sur d'autres porte-avions. Donc ça paraît logique que le porte-avions soit quelque chose de nul ou de très bon. En fait, dans tous les cas, il y aura des porte-avions qui seront coulés par d'autres porte-avions. Ça dit rien sur la place du porte-avions dans la flotte. Et le fait qu'il ait été coulé pour des sous-marins, ça il faut comparer à un ensemble. C'est d'une part le nombre de navires coulés par des sous-marins. On a vu tout à l'heure que c'était énormément de sous-marins allemands et américains qui avaient coulé des porte-avions, pardon. Et donc ça c'est dans le cadre en fait de grandes campagnes d'attaques sous-marines menées par l'Allemagne et par les États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il est logique qu'on retrouve des porte-avions parmi les victimes de ces campagnes. Et il faut bien se rendre compte que soit dans un cas la campagne sous-marine a été extrêmement efficace, quelles que soient les contre-mesures faites par les Japonais. Donc la campagne sous-marine américaine a un peu anéanti la flotte marchande des militaires japonaises. Soit dans le cas allemand, en fait, le porte-avions était une arme majeure pour contrer les attaques de sous-marins allemands, pour créer des groupes d'escorte qui patrouillaient à leur poursuite, même s'il y a eu des échecs, par exemple le Courageous, qui est un porte-avions britannique qui a été envoyé chasser les sous-marins allemands, mais comme c'était au tout début de la guerre, par manque d'expérience dans cette technique, le porte-avions s'est fait couler par un sous-marin, justement. Mais donc il faut bien voir que sur l'ensemble de la guerre, les sous-marins allemands, ils ont pris 3/4 de pertes, alors que il n'y a pas eu 3/4 de pertes de porte-avions. Donc jusque là on se rend bien compte, finit bien par se rendre compte qu'il y a une contextualisation un peu plus grande que la simple question du duel porte-avions sous-marin. Il n'y a pas de duel porte-avions sous-marin. Donc simplement des sous-marins qui parfois chassent et attaquent un porte-avions, et des porte-avions qui chassent et attaquent des sous-marins. Et donc en ayant ces éléments de contexte, on se rend compte que l'argument de 17 porte-avions coulés, ça ne démontre pas une extrême vulnérabilité. Ça démontre juste que c'est un bateau qui est engagé dans un conflit mondial qui a fait plus de 50 millions de morts civils et militaires, donc oui, il y a des navires qui ont été coulés. Voilà, donc maintenant, l'argument, ça c'est la base historique de l'argument, et l'argument lui-même, qu'a-t-il, c'est que le porte-avions est encore plus vulnérable maintenant du fait de l'évolution technologique. Donc le premier argument c'est la localisation, donc effectivement maintenant des satellites sont capables de suivre les porte-avions. Donc c'est sûr que c'est plus facile à l'heure actuelle pour une armée de localiser un porte-avions que ça a été à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. C'est tout à fait vrai. Maintenant, localiser un porte-avions dans le globe, sur un océan, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le cibler avec une arme, notamment avec un missile anti-navire. Parce que contre toutes sortes de localisations, le porte-avions et de manière générale les navires en fait ont des capacités de brouillage et de leurrage contre les missiles anti-navires, et donc ces capacités en fait ils peuvent les utiliser, et le fait qu'ils soient localisés en temps de paix par un satellite ne veut pas dire qu'ils sont pas capables d'aveugler les satellites en temps de guerre. Donc voilà, il parle de missiles anti-navires. Ouais, il y en a, mais en fait, missile anti-navire, ça peut viser un porte-avions, comme ça peut viser une frégate, comme ça peut viser un croiseur, enfin, ça peut viser toutes sortes de navires de surface qui sont relativement grands. Puis il y a même des missiles anti-navires qui sont dédiés aux navires légers. Et leur existence n'empêche pas pour autant les navires de continuer à exister dans les armées. Alors, vous me direz pourquoi? Il y a une très bonne raison à ça. La bonne raison, c'est que, imaginez que vous avez deux flottes qui s'affrontent. Des navires contre des navires. Certes, les navires A peuvent tirer sur les B, mais les B peuvent tirer sur les A. Donc en fait, les deux peuvent exister en étant tous les deux équipés de missiles anti-navires pour s'affronter. Ils ont juste optimisé leurs moyens d'affrontement, leurs armes, par rapport aux canons dont ils pouvaient être dotés dans le passé.
Si on prend l'exemple, on ajoute des porte-avions à ces flottes, ce qu'il faut bien voir, c'est que le porte-avions, comme pour la Seconde Guerre mondiale, il va avoir un rôle d'allonge. Il va allonger la portée d'un avion parce qu'il va pouvoir lancer des avions qui, au lieu d'attaquer à bout les navires ennemis, vont tirer eux-mêmes des missiles anti-navires contre les navires ennemis. Et donc, du coup, en fait, grâce à cette allonge de l'avion, finalement, on va se retrouver à une nouvelle situation où, en fait, le porte-avions garde toute son utilité parce qu'il peut engager des navires ennemis qui seraient, enfin, une flotte ennemie qui ne serait pas dotée de porte-avions à une distance plus grande que celle-ci ne peut engager le porte-avions ou les navires qui l'accompagnent. Alors cette logique, elle trouve effectivement ses limites récemment avec le développement de missiles balistiques. L'exemple du DF-21 chinois est donné ici, parce qu'ils ont une très longue portée, donc ils peuvent avoir une portée équivalente au rayon d'action de l'avion qui est basé sur porte-avions. Cependant, la phrase « il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen de défense » est fausse. Il n'existe pas de moyen d'interception d'un missile balistique. On n'est pas capable, on est capable, mais dans des conditions très particulières et pas de manière certaine, d'abattre un missile balistique en cours de vol. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas empêcher le missile balistique de toucher une cible aussi précise et qui se déplace qu'un porte-avions. Vous prenez l'exemple de la dissuasion nucléaire. Actuellement, on tire des missiles balistiques nucléaires sur une ville. Il n'y a quasiment aucune chance de l'intercepter. On peut pas, peut-être 10% de chance de l'intercepter. Et puis la ville elle bouge pas, donc le missile balistique, même s'il se trouve dans un environnement complètement brouillé, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus rien, il va quand même être capable de trouver sa cible, puisque la position de New York elle est connue par tout le monde. Maintenant, si vous prenez un missile balistique qui vise un porte-avions, là c'est complètement différent. Le porte-avions avec un satellite, etc., on va avoir une idée approximative à un moment donné de où il se trouve. Mais ensuite, il va falloir maintenir le flux de données qui dit où se trouve le porte-avions et le faire parvenir au missile, qui est incapable de détecter le porte-avions au cours de son vol. Et ça, c'est très compliqué. Et le missile peut très bien y avoir un brouillage radio qui fait que le missile se retrouve isolé et donc plus personne ne peut lui dire où se trouve le porte-avions. Donc le missile va voler à un endroit, mais le porte-avions aura bougé et l'endroit sera plus bon. Et le deuxième point, c'est qu'une fois que le missile arrive sur zone, donc là ici je vais prendre l'exemple du DF-21, il utilise généralement un imageur, donc infrarouge ou visuel, pour trouver le porte-avions. Et donc contre ce genre d'imageur, en fait, il y a plein de leurres qui peuvent être utilisés pour masquer la zone et donc rendre le porte-avions invisible. Donc il n'existe aucun moyen d'interception d'un missile balistique quand on se trouve être un porte-avions avec une flotte d'accompagnement. Par contre, on a plein de moyens de se défendre contre l'attaque de ce missile, empêcher le missile de nous frapper et de nous détruire. Sur les sous-marins maintenant, alors oui, ce sous-marin, on parle ici, il y a souvent des communiqués qui disent qu'un sous-marin pendant un exercice a coulé un porte-avions américain. Ça a été le cas du SNA français, ça a été le cas d'un sous-marin non nucléaire, sans propulsion nucléaire suédois aussi. Alors, voilà. Le sous-marin est devenu la némésis du porte-avions. Ok. Donc moi, je vais juste souligner un point qui est même indiqué dans l'article, c'est que le sous-marin, il n'a pas seulement collé le porte-avions, il a collé la moitié du groupement tactique. Autrement dit, il a collé le porte-avions, il a collé des frégates, il a collé potentiellement un croiseur s'il y en avait un. En clair, le sous-marin, il a juste réussi une super attaque. Mais il a réussi une super attaque contre tous les navires de surface du groupement. Donc le porte-avions, là-dedans, il n'est pas particulièrement visé. Cette question du sous-marin qui est la némésis du porte-avions, finalement, c'est lié à la suite de l'article qui mentionne en fait un groupe aéronaval très onéreux qui est concentré uniquement sur sa propre défense. Là-dessus, il faut bien voir que oui, un porte-avions, ça n'a jamais vogué tout seul, ça a toujours vogué au combat accompagné d'autres navires qui le soutiennent. Et en fait, la raison pour laquelle c'est comme ça revient encore à la question de la longe du porte-avions. En fait, on a un porte-avions qui devient une plateforme d'emport, donc à la même manière d'une base aérienne sur Terre. Et donc cette base aérienne va être protégée par des soldats, par des navires sur mer et par des soldats sur Terre, des chars, des bunkers, etc. sur Terre protègent une base aérienne. Et en fait, la base aérienne va envoyer ses avions opérer plus loin pour aider dans des situations diverses et variées, quoi. Et en fait, il ne faut pas voir le groupe aéronaval comme une dépense, comme un accompagnement du porte-avions, comme une dépense inutile. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de la fonction de l'aviation embarquée. Il faut protéger la base de l'aviation embarquée pour lui permettre d'opérer efficacement ses attaques. Et jusqu'ici, tout à l'heure, la critique mentionnait la Seconde Guerre mondiale et même d'autres événements tels que l'opération Praying Mantis de l'US Navy contre la marine iranienne dans les années 1980 ont bien montré que le porte-avions, l'aviation embarquée ou même basée à terre, continue d'être d'un usage extrêmement efficace contre les navires.
Et en fait, si vous voulez, on se trouve devant une dualité qui est que si on trouve un moyen de réduire la vulnérabilité d'un navire à un missile tiré, donc pendant qu'il soit tiré d'un avion ou d'un autre navire, en fait on réduit la vulnérabilité du porte-avions et on réduit l'utilité du porte-avions. Si maintenant on rend le navire plus vulnérable aux missiles, et bah du coup on augmente la vulnérabilité potentielle du porte-avions, mais on augmente aussi son utilité, puisque du coup c'est d'autant plus intéressant d'avoir des avions qui ont une grande allonge qui peuvent accompagner les navires pour aller frapper les navires adverses. Donc en fait c'est ça qui fait l'intérêt du porte-avions, quelle que soit dans la plupart des situations, c'est que finalement on est capable avec le porte-avions d'avoir soit un élément de frappe très efficace, mais qui du coup pour lequel il va falloir investir pour le protéger, soit un élément qui va pouvoir protéger de manière assez limitée, mais qui va lui-même finalement avoir un effet assez limité. Bon, dans la pratique, dans la plupart des situations, le porte-avions se trouve dans la première catégorie. C'est un élément de frappe extrêmement efficace. Mais voilà, il faut bien le protéger. Et donc effectivement, tout ça, ça a un coût, mais enfin, voilà, quand on parle d'une notion de coût, il faut toujours ramener le coût à l'efficacité et à la polyvalence. Ici, on mentionne le coût, et vous remarquerez en fait que finalement, à quel moment on parle d'efficacité, hein? En fait, on n'en parle pas tout simplement parce que l'efficacité du porte-avions, la donnée actuellement, c'est compliqué quand on a une marine qui se contente de faire de la police des mers actuellement. On est dans une situation de paix, donc le porte-avions intervient très peu. Pendant les moments où il est intervenu, il a été efficace. Alors pas forcément le porte-avions français, mais plutôt les porte-avions américains au cours de la guerre froide. Puis même actuellement, ils ont considérablement soutenu les opérations, par exemple en Afghanistan ou au Moyen-Orient. Donc cette fois, ils avaient ce rôle de plateforme d'intervention à grande allonge et mobile à travers le globe. C'est à ce titre que les porte-avions peuvent avoir une utilité aujourd'hui. Et voilà, comparer actuellement le maintien d'un porte-avions dans une flotte avec la situation de la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez limité dans la mesure où, pour le cas de la France en tout cas, le porte-avions n'a pas pour vocation de mener des combats d'intensité contre une marine du type des États-Unis, mais il a pour vocation d'être un élément en plus pour la flotte française, qui lui permet d'avoir une allonge, donc un élément de frappe en plus par rapport à d'autres flottes qui ne seraient pas dotées de porte-avions, et notamment toutes les flottes des moyennes puissances, type voilà, Brésil, Japon, Corée. Alors Japon c'est plus grave parce qu'ils ont des porte-aéronefs maintenant. Mais voilà, c'est l'idée. Et il faut savoir qu'il y a un exemple historique qui appuie cette idée, c'est l'attaque par les Britanniques des îles Malouines, pardon, pas l'attaque par les Argentins des îles Malouines, et donc la riposte britannique à cette attaque qui s'est grandement basée sur l'aviation embarquée pour défendre les navires britanniques de l'attaque de l'aviation argentine basée à terre. Et ces porte-avions britanniques ont été vitaux dans cette situation, puisque les Argentins étaient à force égale sur mer, ils avaient une puissante aviation basée à terre pour attaquer les navires britanniques, mais les navires britanniques, grâce à leurs porte-avions, ont été capables d'utiliser des avions pour se défendre contre ces attaques, et donc de battre les Argentins. Je conclurai en disant que quand la revue de défense nationale publie sur le Cairn, qui est donc un site valorisé par toutes sortes d'entités officielles de la littérature, publie un article remettant en question la présence d'un porte-avions dans la marine française, en essayant de se baser sur des faits historiques qu'il déforme et qu'il biaise, pour parler, et qui se prétend ensuite être disruptif dans ce qu'il dit par rapport aux idées du moment, et ben, je trouve que c'est plutôt une officialisation d'un discours choisi. On choisit le discours de remise en question du porte-avions, de valorisation de la nouvelle technologie sans forcément réellement comprendre ce qu'elle apporte par rapport au contexte et sans réellement comprendre ce que l'existant est déjà capable de réaliser. Et donc je trouve que c'est beaucoup moins disruptif que ça se présente, et que surtout quand ça passe par des supports comme ça, c'est encore une vidéo YouTube disait ça, elle pourrait se prétendre disruptive, mais là... Alors vous allez me dire, tout ça c'est pas bien grave, hein, c'est un article qui parle de politique, qui parle d'histoire, qui présente une thèse, pourquoi est-ce que j'en parle au final? Alors j'en parle parce que l'article déjà il parle pas seulement d'histoire, il présente pas seulement une thèse sur les événements historiques, il utilise les événements historiques comme étant admis, en tout cas la présentation qu'il en fait, il considère qu'elle est admise,
il l'utilise comme un argument d'autorité pour faire passer une thèse politique sur la nécessité d'avoir un porte-avions ou pas à l'heure actuelle. Donc en ce sens-là, il me paraît important de vérifier que la base, donc ces faits historiques qui sont présentés, et il me paraît important de vérifier si elle est correcte ou non. Et l'autre point qui me gêne là-dessus, c'est vraiment le manque de méthodologie dans cet article. On en a parlé, hein, il y a un certain nombre de biais, d'informations qui sont présentées de manière tronquée, donc, et tout ça est fait dans le but d'argumenter pour une thèse, alors qu'en fait, même si cette thèse peut largement être discutée à l'heure actuelle en raison des technologies actuelles, etc., il n'y a pas de raison de venir de venir justifier que l'entretien du Charles de Gaulle actuellement pour la France au XXIe siècle serait une erreur, et il ne faut pas justifier cette thèse en cherchant des arguments qui vont reculer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans une situation stratégique complètement différente et une situation technologique complètement différente.